Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour replonger dans l'univers Dr House. Ça fait plaisir d'enfin revenir en vidéo pour parler de ma série préférée. Je vous invite à me suivre pour cette rétro-critique et analyse de la saison 3, une des saisons les plus importantes puisque sa conclusion change à tout jamais la série. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, partagez et commentez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, le Discord et la chaîne Twitch où je live 5 soirs par semaine. Merci à celles et ceux qui soutiennent. Everybody lies. La saison 3 démarre avec un premier épisode très important. House marche, il court même. Après plusieurs semaines, il revient à l'hôpital et prend carrément 2 patients pour bien démarrer la saison. L'absence de douleur nous offre un House très différent, gentil et compatissant avec ses patients, vis-à-vis de leur douleur à eux. Ça change pas mal de choses, dont le regard des gens sur lui. La femme du patient le remercie d'ailleurs et décrit le type de médecin un peu bâtard qu'il était avant. House demande à Cameron de sortir avec lui, elle parle chinois et il la remet à sa place, parce que maintenant, vu qu'il n'est plus un chien boiteux, elle ne veut plus de lui. Après un peu de skateboard, House commence à ressentir une petite douleur à la jambe. On enchaîne sur une scène importante, négociation entre Cuddy et House par rapport à une intervention, durant laquelle il va y avoir une remise en question totale de House dans sa façon d'aborder les choses et ses intuitions, depuis qu'il remarche normalement. Plus tard, House confie à Wilson qu'il a eu la fameuse douleur à la jambe plus tôt et il lui demande de la Vicodine. Durant sa course nocturne, House trouve la solution pour le patient et s'en va juter avec Cuddy pour qu'elle l'autorise à faire une injection de cortisol à son patient, mais elle refuse. Si c'était le House boiteux et tout cynique d'avant, je pense qu'il aurait réussi à la convaincre. Et Cuddy, au fond d'elle-même, le sait. Elle s'en veut de lui avoir refusé et va elle-même faire l'injection avant que le patient quitte l'hôpital. Et bien sûr, le patient se met à bouger, vouloir se lever. House avait raison. Cuddy veut aller lui dire, mais Wilson s'y oppose. Ça gonflerait son ego alors qu'il a eu simplement de la chance. L'épisode se conclut sur House qui rentre dans le bureau de Wilson pour se faire une ordonnance de Vicodine. Comme je disais, un épisode très important puisqu'il aborde de la fameuse question, est-ce que le génie de House est forcément lié à sa dépendance à la Vicodine et son malheur? House, sans ses souffrances et son addiction à la Vicodine, est-il toujours le génie qui trouve la solution? C'est un aspect autour du personnage qui revient beaucoup durant la série et qui, spécialement dans cette saison 3, va causer une grosse cassure au sein de l'équipe. L'épisode 2 fait suite au premier autour de la thématique du mensonge et a plein de références à X-Files, notamment via son titre, La vérité est ailleurs, et le jeune patient de l'épisode qui aurait vu des extraterrestres. Malgré le début de sa rechute à la Vicodine, House continue d'entretenir sa jambe. Durant tout l'épisode, Wilson et Cuddy continuent dans le mensonge, même Cameron est embarqué dedans après avoir revu le patient du premier épisode en pleine forme. J'aime beaucoup cette séquence où Wilson fait référence à X-Files en disant à Cuddy et Cameron qu'ils ne complotent pas contre House. Même Foreman finit par savoir. House aussi durant cet épisode est dans le mensonge, en cachant sa rechute, refusant la Vicodine que Wilson lui donne. Ce dernier qui se sert du mensonge par rapport au patient précédent pour faire entendre raison à House. Belle fourberie de sa part. Et alors que House abandonne le diagnostic, Cuddy finit par lui avouer qu'il avait vu juste sur le patient précédent, et pendant qu'il ironie sur son mensonge, House a son fameux éclair de génie. Au final, il confronte Wilson sur le mensonge autour de son patient, ce dernier lui explique qu'il cherchait à le protéger pour qu'il ne se prenne pas pour Dieu. En rentrant chez lui, House a encore plus de douleur qu'en début d'épisode, et reprend sa canne. On continue avec l'épisode 3, qui est un de mes préférés de cette saison, un épisode que je trouve très important par rapport à House et son équipe, en particulier avec Cameron. C'est aussi à partir de cet épisode qu'il est établi que la kétamine a échoué et que donc House reprend ses vieilles habitudes de grand génie malheureux. Alors que nous, spectateurs, on sait très bien qu'il a simplement cédé à la Vicodine, retombé dans son tourbillon de malheur de drogué. Ezra Powell, le patient de l'épisode, est un médecin-chercheur de renom, dans le domaine du cancer qu'House admire. Powell a la volonté de simplement mourir et est venu à House pensant qu'il comprendrait. Mais ça n'enchante pas notre Gregory, qui lui, veut trouver le diagnostic. Se joue alors un jeu entre les deux, House propose à son patient un délai de 24 heures, après quoi il l'aide à mourir. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu, et au moment où House va pour honorer sa promesse à Powell, en lui injectant de la morphine pour l'euthanasier, c'est là que ça devient intéressant, concernant l'équipe de diagnostic. Foreman va d'abord s'interposer avant de laisser tomber et partir. Cameron le suit, et Chase, lui, reste avec le grand Manitou. Mais une fois n'est pas coutume, House a menti et endort Powell pour continuer les examens. Il tombe dans le coma et à son réveil, sa condition fait qu'il est obligé de subir les tests de l'équipe de House. Pendant ces examens-là, Cameron n'a aucune compassion pour Powell
Powell, car entre-temps, elle a appris son passé, notamment ses expériences de radiation sur des petits-enfants. L'équipe finit par trouver le bon diagnostic, une conversation très stylée entre les deux médecins, puis la chanson Into the Dust de Mazzy Star démarre. S'ensuit un enchaînement de séquences émotions où l'on apprend la mort mystérieuse du patient durant la nuit, jusqu'à cette scène où House pose sa main sur l'épaule de Cameron, lui disant qu'il est fier d'elle. Épisode 5, un épisode qui démarre un arc scénaristique culte de confrontation entre House et Treater, qui s'étale sur plusieurs épisodes de la saison. Une grosse rivalité qui pour moi est encore plus marquante et importante que celle contre Vogler en saison 1. Durant leur rencontre en consultation, House est odieux, mais Treater ne se laisse pas faire et l'oblige à bien faire son travail. Notre docteur va donc aller plus loin dans la joute en lui faisant un toucher rectal, lui enfonce un thermomètre en verre dans le fion et le laisse sur place. Bien évidemment, Treater tape un scandale auprès de la doyenne et il souhaite que House s'excuse. Que dit piège ce dernier et l'oblige à une confrontation directe avec Treater qui ne mène à rien, puisque House continue son arrogance alors qu'il a juste tort. Scène finale de l'épisode, Treater se révèle être flic, on ne l'apprend que maintenant puisque comme le souligne ce dernier, House n'a même pas pris la peine de lire son dossier durant la consultation. Il l'arrête donc pour son excès de vitesse et l'embarque au poste de police pour possession de narcotiques, sa Vicodine. Épisode 6, Wilson paye la caution de House et essaye de le sermonner en vain. Pour House, rien n'est de sa faute, il nie toute responsabilité sur la situation face à Treater. Perquisition chez lui où Treater découvre encore plus de Vicodine, qu'il en possède bien plus que nécessaire. Treater et Wilson ont une discussion où le policier cherche à tirer les verres du nez de l'ami de House, qui tient tête malgré la révélation que Treater sait que House s'est fait des prescriptions de Vicodine en imitant la signature de Wilson. Et l'épisode 7 continue l'intrigue autour de Treater, ce dernier s'attaque à l'équipe de House pendant qu'il n'est pas là. En effet, cet épisode est assez sympathique. House et Wilson partent en road trip avec le père de son patient, qu'il réveille du coma pour aider à son diagnostic. Mais le père, lui, veut profiter du temps que House lui a offert en le réveillant du coma, d'où ce road trip. Treater questionne Cameron, la cuisine pour faire tomber House. Avec Chase, c'est carrément un interrogatoire. Et enfin Foreman, mais avec lui, c'est beaucoup plus musclé. Ce dernier qui est assez vénère. Treater lui dit que s'il avait été flic, lui aussi saurait que tout le monde ment. Une phrase de Treater qui fait clairement écho à House, puisque c'est l'une de ses phrases phares de la série. Le road trip avec le patient est marqué par des moments très intéressants où celui-ci posera des questions très sérieuses et privées à House, en échange de sa collaboration. Lors d'une question, House décrit l'amour de sa vie, Stacy, leur rencontre durant une partie de paintball en mode médecin versus avocat. Une excellente anecdote. Puis vient la question finale du patient, pourquoi House est-il devenu médecin malgré sa misanthropie? House raconte alors l'histoire incroyable qui lui a donné envie d'être médecin. Quand j'avais 14 ans, mon père était basé au Japon. J'étais parti faire de l'escalade avec un gamin de l'école. Il s'est blessé en tombant. J'ai dû l'emmener à l'hosto. Et on n'est pas arrivé par la bonne entrée. Alors il y avait cet homme dans le hall. C'était le gardien. Mon copain avait une grave infection et les médecins étaient assez déroutés. Alors ils ont fait entrer le gardien. Il était médecin. Et c'était un buraku. L'un de ces intouchables japonais. Ses ancêtres étaient les guérisseurs ou croque-morts. Et ce gars-là, il n'était pas accepté par les autres. Il faisait rien pour, il s'habillait mal. Le groupe l'intéressait pas. Et personne dans l'hôpital ne le considérait. Il n'existait pas. Sauf dans certains cas. Parce qu'il voyait juste. Et c'est ce qui compte le plus. Alors il l'écoutait. Une histoire qui colle tellement à ce qu'est devenu House. Bon, quand même à la différence près que House, lui, tout le monde le connaît, son service de diagnostic est populaire, là où le gardien japonais était vraiment discret, limite invisible, sauf dans ces certains cas où ils avaient besoin de lui. À la fin de l'épisode, Wilson se fait geler son compte bancaire et fait l'objet d'une enquête de police. L'épisode 8 marque une très grosse étape dans l'enquête, le forcing de Treater. Il embarque la voiture de Wilson sans raison et lui retire son droit de prescrire des médicaments. Du coup, il a besoin de l'équipe de House pour l'aider à prescrire ses propres patients, ce qui entraînera par exemple un petit conflit entre Wilson et Cameron, qui exigera de lui que ses diagnostics soient vraiment bons, avant qu'elle ne s'engage à prescrire pour lui. Ce détail montre à quel point cette prise de tête entre House et Treater influe très négativement sur nos médecins de Princeton. Durant tout l'épisode, House va demander à tour de rôle aux membres de son équipe de lui prescrire de la Vicodine. Tous refuseront, sauf Cuddy, la dernière personne vers laquelle il se tourne. La fin de l'épisode finit mal entre House et Wilson, qui remet en question leur amitié, au vu de l'égoïsme dont fait preuve House pendant
pendant cette situation très compliquée pour lui. Avec l'épisode 9, Tritter fait monter la tension d'un cran en gelant les comptes de l'équipe de House, en s'en prenant même directement à Cuddy, l'accusant elle et ses collègues de couvrir House. Cette discussion entre les deux est hyper intéressante et très franchement, Tritter défend très bien ses actions et méthodes. Il va encore chercher à atteindre l'équipe de diagnostic à tour de rôle. Avec Foreman, il va venir titiller le côté famille, proposant qu'il balance sur House et en échange, il fait sortir son frère de prison. Il perce à jour Foreman, disant que lui et House sont des salopards cyniques, mais qu'il finira par accéder à l'accord proposé. Avec Cameron, il va lui dire qu'il pense qu'elle est possiblement toujours amoureuse de House, et met en lumière la vérité sur le fait que Cameron a beaucoup changé depuis qu'elle a rejoint l'équipe de diagnostic. Là où avant elle était très droite au niveau justice, maintenant c'est plus le même son de cloche. On a pu le constater en tant que spectateur avec l'épisode 3, où elle viole la loi en euthanasiant Powell. Et enfin Chase, qui lui marche avec la manœuvre de Tritter, histoire que tous les autres pensent qu'il a balancé. Au-delà de Tritter, c'est un épisode qui marque pas mal de choses négatives au sein du groupe. Chase confie à Foreman et Cameron que son père ne l'aurait pas inclus dans son testament, Cuddy devient la tutrice de la petite patiente et va donc un peu s'exercer au rôle de mère qu'elle vise. Mais alors qu'elle fait de son mieux, House, qui lui est en manque total de Vicodine, va l'incendier et la descendre gratuitement, qu'elle n'arrivera pas à être mère et que c'est tant mieux parce qu'elle est trop nulle. À ce moment-là, House, c'est le pire des enculés que la Terre puisse porter. Ne trouvant pas le bon diagnostic, House condamne sa patiente à un amputement du bras et de la jambe. Mais Chase finit par avoir l'éclair de génie qu'a d'habitude House en fin d'épisode. Et malgré qu'il ait raison, ce dernier s'oppose fermement à lui jusqu'à être violent. Il écoute quand même Chase et entend raison. Fin de l'épisode, Chase se plaint de House à Wilson, qui lui ironise la situation avant de voir les séquelles du coup de poing de House sur le visage de Chase. Scène finale, Chase va voir Tritter pour discuter. C'est le premier épisode où Chase est mis en avant comme celui qui peut avoir un éclair de génie à la House. L'épisode 10 est encore une fois un épisode très riche, aussi bien dans l'intrigue autour de Tritter qu'entourant la patiente de l'épisode. Wilson et Tritter confrontent House avec un ultimatum, il doit plaider coupable, n'aura que 2 mois de désintox à faire et aucune sanction au niveau de l'ordre des médecins ne sera prise. Et malgré ce très bon deal, House refuse, renie les actions durant l'épisode précédent. Tritter lui dit qu'il a un délai de 3 jours pour changer d'avis. L'équipe pense qu'il devrait prendre l'accord. La patiente de l'épisode est une naine et sa mère naine également a des joutes verbales très marrantes avec House. Mais Cuddy lui retire le dossier tant qu'il n'accepte pas le deal de Tritter et Wilson. Bien sûr, il refuse. Vous viendrez me supplier de sauver cette gamine bien avant que je vienne pleurer pour mes pilules. Après quoi, ironiquement, House va être en manque et saute sur chaque occasion pour avoir sa dose. Avec par exemple Foreman qui veut son aide pour le diagnostic, il ira dans un centre d'urgence carrément aussi pour essayer d'avoir sa dose, puis sombrera le 2e jour jusqu'à voler les médocs d'un des patients de Wilson. Et pour les prendre, il est obligé de signer un registre, ce qui va être sa grande erreur de l'épisode. Il revient comme une fleur et trouve la solution au diagnostic. La patiente n'est pas naine en réalité, House ironise même sur le fait qu'elle refuse les pilules qui lui redonneront une croissance normale. De là part une conversation très intéressante entre House et la mère de la patiente sur les différences, que le fait de ne pas être normal est une force, mais aussi fait très mal. House arrive à convaincre sa patiente, la mère voulant que sa fille ait la vie qu'elle n'a pas eue. C'est ensuite la fin du délai, on est à la veille de Noël, House n'a plus beaucoup de médocs volés, il appelle sa mère, ce qui est inhabituel, il parle à son répondeur carrément, et c'est la tristesse. Wilson vient lui rendre visite, mais il tombe sur un House totalement défoncé au sol, gisant dans son vomi le fond du fond. Wilson est tellement déçu qu'il ne lui dit rien et s'en va. Scène finale, House se rend à Tritter pour accepter le marché. Sauf que le deal n'est plus d'actualité à cause du registre qu'House a signé plus tôt pour voler des médocs à un mort. L'épisode 11 conclut l'arc contre Tritter. House fait face au tribunal et il plaide non coupable. Cuddy exige de House qu'il se comporte en adulte, donc il va voir directement Tritter au poste de police pour sincèrement s'excuser et ira même jusqu'à se dévoiler un peu sur sa douleur. Tritter le remercie mais ne croit pas en ses excuses. Lui, il est intéressé par les actes. Donc House décide de faire une cure de désintox. Durant cet épisode, c'est le trio qui s'occupe quasi entièrement du diagnostic. Et pour une opération assez spéciale, House vient jouter avec Cuddy pour qu'elle accepte, ce qu'elle fait facilement. Ce qui étonne House d'ailleurs. Mais Cuddy lui répond que pour une fois, il a bien argumenté le pourquoi sans être insultant ou énervé. Après ça, Tritter rend visite à House. Il pense qu'il continue à mentir et que malgré tous ses efforts, il refusera de l'aider. C'est là que House arrive à soulever ce qui ne va pas avec Tritter. Il se révèle être sans pitié, il dit avoir
d'avoir compris qu'avec les gens comme House, même les actes sont factices et mensongers. Durant l'audience, l'avocat côté Tritter remet en évidence la fois où House a pris les médicaments d'un patient mort, moment décisif où Cuddy va dans le sens de l'avocat, à la différence près que sachant par Wilson qu'House avait déjà tenté de prendre l'oxycodone de ce patient, elle les aurait changés par des placebos, ce qui débloque totalement la situation où la juge décide de ne pas conduire l'affaire plus loin. Mais elle sermonne House sur son comportement, le fait qu'il ne mérite pas l'amitié que ses collègues lui portent, qu'il n'est pas au-dessus des lois et qu'il ira passer la nuit en prison à cause de sa petite promenade durant l'audience quand il l'avait quitté pour sauver le patient de l'épisode. Tritter se lève et souhaite bonne chance à House en espérant se tromper sur lui. Cuddy et Wilson viennent voir House le soir, Cuddy qui lui dit qu'elle a dû se parjurer et falsifier des documents pour lui, donc elle le tient par les couilles. Le House, il va en manger des consultations, des cours pour étudiants et de la recherche de donateurs pour l'hôpital. Wilson quant à lui donne des médocs à House et ce dernier lui demande si c'est Voldemort qui les lui a donnés. Et là c'est le reveal. House n'a jamais arrêté de prendre de la Vicodine de tout l'épisode. Voldemort, c'est le garde qui s'occupait de lui pendant qu'il était en maison de désintox. Tritter avait donc raison sur toute la ligne concernant House. Il a menti à tout le monde, que ce soit à travers ses paroles ou ses actes, et il s'en tire. À l'époque, quand j'avais regardé la série pour la première fois, j'avais vu la fin de cet arc comme une victoire de House, mais la vérité c'est que cette victoire est tout sauf bonne. Certes, Tritter a eu des sales méthodes, mais c'est en réponse à des adversaires avec qui il ne pouvait qu'être comme ça pour les faire craquer, et même s'il n'a aucune pitié envers House, il avait totalement raison sur lui finalement. L'épisode 12 m'a pas mal marqué à l'époque, la patiente de l'épisode est jouée par Catherine Winnick, que j'avais retrouvée plusieurs années après dans Vikings, où elle est devenue culte avec l'Agartha, mais à la base, Catherine pour moi c'est Eve de Dr House. La rencontre entre Eve et House se fait durant les consultations, elle vient pour une MST, lui après avoir été odieux devine qu'elle a été en fait victime d'un viol. Si à la base House ne veut pas s'occuper d'elle et préfère qu'un autre médecin l'accompagne, Eve ne veut parler à personne d'autre que lui. Après sa tentative de suicide et une discussion avec le trio, House finit par complètement rentrer dans la conversation avec elle, qui a juste besoin de parler. J'ai juste envie de parler. Et de quoi? De rien? Si on parle de rien, ça va rien changer. Ça pourrait. Comment? Le temps. C'est le temps qui change tout. Tout le monde pense ça, mais c'est fou. C'est en agissant qu'on change les choses. Si on fait rien, c'est l'inertie, rien de nouveau. Wilson et House discutent de la situation, on sent qu'ils cherchent vraiment à savoir comment aborder des choses avec Eve. House se confie à elle, lui parlant de sa grand-mère très sévère, mais quand Eve cherche à chercher plus de détails sur l'histoire, elle se rend bien compte qu'il lui ment. Ce dernier se défend en disant que cette histoire est réelle, mais pour quelqu'un quelque part. Sauf que pour elle, ça ne compte pas puisqu'ils ne sont pas dans la pièce. Non, ils sont dehors, ils sont médecins, avocats, postiers, ouvriers. Il y en a qui s'en sortent très bien, d'autres beaucoup moins bien. Et vous n'avancez qu'en fonction de ceux qui sont nés à nez avec vous dans une pièce? Je ne ferai exister ce moment qu'en fonction des gens qui sont dans la pièce. Et la vie n'est rien d'autre que ça, une longue succession de pièces. Et tous ceux et celles qui sont avec nous dans ces pièces contribuent à notre histoire. Un échange et une philosophie qui, encore une fois, m'avait marqué à l'époque. Même encore à l'heure actuelle, je trouve que cette vision des moments passés avec nos entourages, famille, amis ou même inconnus au quotidien, est une belle vision et surtout réelle. Que ce soit en bon ou mauvais, chaque personne rencontrée dans ces fameuses pièces, ces endroits, contribuent, font partie de notre histoire, de nos moments de vie. Cuddy découvre qu'Eve est enceinte, House lui propose l'avortement mais elle refuse, puisqu'étant croyante, pour elle toute vie est sacrée. On arrive à cet échange vraiment exceptionnel entre House et Eve, où elle va remettre en cause ses convictions par rapport à la mort, qu'elle ne peut pas vivre avec l'idée qu'il n'y ait rien après la mort. Les deux finissent par encore plus s'ouvrir l'un à l'autre. Eve explique à House qu'elle l'a choisi parce qu'elle a senti une blessure en lui. Lui avoue que l'histoire de la grand-mère était vraie, mais qu'il s'agit en réalité de son père. Ce qui débloque Eve, qui se sent de pouvoir lui parler de ce qu'il s'est passé. Scène finale entre Cuddy, House et Wilson. Eve a finalement avorté. Cuddy est surprise que cette jeune femme se soit confiée à lui et qu'il a réussi à l'aider. Wilson lui demande « Tu vas la revoir, j'imagine? Un de ces jours, dans une pièce. » Cet épisode, qui fait suite à toute l'intrigue avec Tritter, tend à nous démontrer que malgré tous ses défauts, sa misanthropie, ses penchants autodestructeurs et son addiction, House fait plus de bien que de mal. Pour ma part, c'est ce que je ressens en tout cas. J'imagine que chacun a un avis différent par rapport à cette idée-là, et je vous invite à m'en faire part en commentaire.
trouve ça vraiment dommage que le personnage d'Eve ne soit jamais revenu dans la série, ne serait-ce que le temps d'un petit passage pour montrer qu'ils prennent toujours des nouvelles. Et je pense que si un personnage comme elle serait définitivement rentré dans la vie de House, elle l'aurait sauvé. Et c'était pas possible, parce que House c'est le drama de l'infini jusqu'à la fin. Durant l'épisode 14, il y a un moment que j'aime bien et qui fait très vrai. À un moment, House et Wilson discutent dans son bureau, de choses et d'autres pendant que l'équipe fait une biopsie à la patiente. House tape un croc dans le sandwich de Wilson qui lui fait une réflexion sur cette manie, qu'il a de ne pas arriver à s'empêcher de simplement le regarder manger. Il suggère que c'est parce que ça lui procure de l'excitation d'être le premier à atteindre le gibier avant les autres chasseurs. Et grâce à cette réflexion, House trouve la solution et s'en va sans rien dire. Mais c'est un plaisir. En effet, durant l'épisode, la patiente avait en fait un parasite long de 8 mètres dans le corps, qui avait faussé le diagnostic. Ce genre de situation où House n'est pas en situation de diagnostic différentiel, mais à son coup de génie grâce à un échange, un événement qui se déroule sous ses yeux, la phrase d'un inconnu, ou ici, pour le coup, celle de Wilson, c'est très proche du réel dans le sens où je pense qu'on a tous vécu ce moment, cet instant où on a ce déclic, cet éclair de génie entre guillemets qui nous débloque une situation, une problématique. Et j'irais même au-delà, se sortir de situation de diagnostic différentiel, d'une situation de grande réflexion, pour une situation plus détendue, que ce soit seul ou avec un ami, un proche, qui va nous parler d'autre chose, et ne sera pas donc dans cette situation de réflexion de base. Pour moi, c'est la porte ouverte à parfois, comme dans ce moment de Dr House, trouver une solution qu'on n'aurait jamais trouvée autrement. Si House trouve l'idée qui va sauver sa patiente, c'est grâce à Wilson qui lui fait la réflexion sur son instinct primitif d'être excité à atteindre le gibier avant les autres chasseurs. Et ce genre de façon de trouver la solution au diagnostic, c'est quelque chose qui revient assez souvent au cours de la série. Si durant l'affaire Treater, Wilson a pu être très déçu de son ami qui, au pied du mur, s'abaissait aux pires fourberies pour prendre sa dose, dans l'épisode 15, c'est son équipe de diagnostic qui va se rendre compte d'à quel point leur mentor est autodestructeur et menteur. Au début de l'épisode, House est en contact avec l'hôpital de Boston. Cuddy pense d'abord que c'est pour un nouvel emploi, mais en vérité il consulte un spécialiste en cancer du cerveau en tant que patient. L'équipe veut le diagnostiquer pour trouver une solution, mais il refuse. Après que Cameron l'embrasse pour lui planter une seringue, House lâche son dossier médical et l'équipe découvre que son cancer du cerveau est en phase terminale. Finalement, après des instants émotion où chacun témoigne leur amour pour lui, ils découvrent tout content qu'en fait House n'a pas le cancer, sauf qu'il faisait semblant de l'avoir pour avoir une putain de dose de drogue directement dans le cerveau. L'équipe est totalement dégoûtée de lui, mais il ira quand même jusqu'à leur reprocher d'avoir voulu l'aider, et il va refouler le pauvre Wilson qui tente de lui ouvrir les yeux sur son comportement. Alors qu'il a tout pour être heureux, il repousse tout le monde soi-disant parce que les gens sont ennuyants. Épisode 16, le patient est une personne avec qui Cuddy avait fricoté par le passé. House se grille en tant que grand jaloux et sous-entend qu'une nuit avec Cuddy, quelque chose s'est passé entre eux. Elle lui répond que c'était il y a bien longtemps. Fin d'épisode, House grille Chase et Cameron dans la buanderie en plein démarrage, mais passe en mode balèque. C'est pas un épisode très intéressant, mais il marque définitivement la formation du couple Cameron-Chase et révèle que Cuddy et House ont eu une relation par le passé. L'épisode 17 est intéressant par rapport à Cuddy, la patiente de l'épisode est une photographe enceinte. Il y a un beau parallèle entre les deux femmes, toutes les deux femmes fortes, qui veulent un enfant. House, durant son diagnostic, pense qu'il faut que la patiente avorte, mais Cuddy s'y oppose et fait tout pour sauver à la fois la patiente et son bébé à venir. Durant l'opération décisive de l'épisode, qui attire tout l'hôpital, puisqu'elle implique une intervention à fœtus ouvert, ce dernier va serrer le doigt de House, ce qui remet en question sa position sur le fait qu'un fœtus n'est pas une personne, et par la suite parlera de lui comme d'un bébé, et plus comme d'un fœtus. L'opération se complique, House veut couper le cordon, mais Cuddy veut continuer de réanimer la mère, quitte à devoir électrocuter House. Et bien que Cuddy ait réussi, il va lui dire que ses pulsions maternelles ont été dangereuses, balançant une statistique réelle mais qui aurait condamné l'enfant. Cuddy l'envoie chier. L'épisode se termine sur Emma qui pose 3 photos de l'équipe sur son mur. La première avec Foreman qui regarde le bébé via échographie. La seconde très sympa quand Cameron l'examine, tandis que Chase regarde Cameron avec un regard amoureux derrière elle. Et la dernière photo avec Cuddy toute heureuse, grand sourire. House est totalement absent de ces photos. Sur l'épisode 18, pas grand chose de notable. Un épisode à double patient. House et Cuddy dans un avion face à une épidémie, tandis qu'à l'hôpital, Wilson prend la direction du service de diagnostic. Quand House n'est pas là, c'est Chase qui a l'idée de génie encore une fois. À la fin de l'épisode, Chase va demander à Cameron que leur relation aille plus loin, mais elle va refuser et y mettre un terme. L'épisode 20.
un épisode très important par rapport à l'évolution du personnage de Foreman. Il juge très négativement la patiente de l'épisode, disant qu'elle profite du système pour bosser assez, pour ensuite toucher le chômage, ad vitam aeternam, pour se droguer tranquillement durant ses périodes de chômage. Durant l'épisode, elle va essayer de comprendre pourquoi Foreman est si hautain avec elle alors qu'elle se livre à lui. Malheureusement, à cause d'une erreur de diagnostic, dont aucun n'est responsable, l'UP est condamné. Foreman va être celui qui va le lui annoncer, il va chercher conseil auprès de Wilson, qui lui a l'habitude de le faire, et ensuite va la voir. C'est un choc. Foreman essaye de s'approcher d'elle comme Wilson lui a conseillé, mais elle le repousse. Il est dégoûté lui-même, s'éclate le poing contre un mur. Même si la patiente est quoi qu'il arrive condamnée, House veut trouver le bon diagnostic, mais Foreman l'interdit de toucher ou de tester la patiente avant qu'elle ne décède. Situation très touchante où Foreman cherche le pardon. Il lui avoue qu'elle avait raison sur le fait qu'il avait un problème avec elle, que lui-même a fait des conneries par le passé, mais a eu une seconde chance, grâce à ses études de médecine. Il raconte une anecdote familiale, qu'il ne se sentait plus chez lui auprès de sa propre famille, qu'il met depuis une distance avec ceux qui lui ressemblent. Et elle avoue ne pas avoir fait les choses comme il fallait, mais qu'elle pensait que c'était pas grave, puisqu'elle pensait avoir le temps. Foreman reste à son chevet jusqu'à sa mort, et après va énormément culpabiliser sur l'échec au niveau du diagnostic, et surtout vis-à-vis de son comportement envers elle. En parallèle de la patiente, durant l'épisode, le père de Foreman est venu le voir, pour qu'il rende visite à sa mère atteinte d'Alzheimer, qui fête ses 60 ans. La première visite se passe plutôt bien, bel instant entre mère et fils, et à la fin de l'épisode, il retourne la voir pour trouver du réconfort. Elle le pardonne, mais il ne reconnaît pas son fils, un moment à la fois doux et triste. L'épisode 21 est dans la continuité du précédent pour Foreman, qui est encore sous le choc. Et pour cet épisode, l'équipe de House n'ont que 5 jours pour guérir leurs patients. Durant une discussion entre Chase et Foreman, celui-ci pense qu'ils ont tous les deux merdé avec la patiente précédente. Chase qui a fait l'erreur d'agir comme un être humain normal, et Foreman comme House. Il sera par la suite très méfiant sur les décisions pendant les diagnostics différentiels. House lui accorde du temps pour se ressaisir. Cet épisode est marqué aussi par une scène excellente quand House change de canne, avec du AC/DC en fond. Alors que Wilson prévient Foreman que s'il continue à être hésitant, House va le virer. Il a une idée et trouve tout seul la solution pour sauver les deux frères, mais vient un procédé très risqué pour l'un comme pour l'autre. Le petit frère accepte de risquer sa vie pour sauver celle du grand, donc Foreman nous lâche une action haussienne, y a pas d'autre mot. Après ça, House vient discuter avec lui, qui malgré son coup de génie d'avoir réussi à sauver les deux frères, est détruit d'avoir à nouveau agi comme House, qui lui répond qu'il est déjà comme lui, depuis ses 18 ans. Foreman donne un préavis de 15 jours. Épisode 22. Cuddy convoque Foreman et House pour essayer de comprendre la situation. Pourquoi il veut démissionner? House dit que c'est parce qu'il a peur de devenir comme lui. Wilson et Cuddy vont tenter de mieux comprendre et régler la situation, mais aucun des deux n'arrivera à la faire évoluer. House ne va pas parler sérieusement à Foreman, et lui ne changera pas d'avis malgré que Cuddy lui pose le pour et le contre. L'avant-dernier épisode. L'enjeu est toujours autour du fait que Foreman va quitter l'équipe et l'hôpital, étant concentré sur ses entretiens d'embauche. House lui reproche de ne pas être assez focus sur les différentiels. Foreman va donc le soupçonner d'avoir saboté ses entretiens. House va penser que c'est Cuddy. Quand Foreman vient la voir, elle lui propose de doubler son salaire et son propre service de diagnostic en parallèle de celui de House. Mais il refuse. Cette affaire de sabotage d'entretien va aller encore plus loin. Cuddy va accuser Wilson qui va répondre qu'au contraire, il est pour que Foreman parte. Wilson va croire que c'est donc Cameron qui l'a fait et elle va penser que c'est Chase. Un vrai bordel. Finalement, Chase aura cette discussion avec House où il le confronte sur un coup de téléphone. House avoue que c'est bien lui qui a fait capoter le rendez-vous de Foreman pour qu'il soit performant durant les différentiels. Chase lui dit qu'il doit aller parler à Foreman. Il y va, mais pour des banalités et s'en va. C'est vraiment un peu comme voir un parent qui n'ose pas vraiment parler à son enfant de quelque chose d'important par fierté. Épisode 24, l'épisode final de cette excellente saison 3. L'un des épisodes les plus importants de la série. Aussi bien stylé à travers le cas du patient qu'au travers de la conclusion de l'intrigue autour de Foreman et sa démission. L'intro de l'épisode est exceptionnelle. House qui est connu mondialement à tel point qu'un couple traverse l'océan pour que la femme soit soignée par House. Chase dit à House que Foreman est prêt à rester s'il fait l'effort de lui montrer qu'il veut le garder. Durant le différentiel, Chase va pousser les deux à bout, ce qui ne plaît pas à House qui vire Chase. Tout le monde est en colère contre cette décision à la con de House. Pendant le reste de l'épisode, il y a donc plus que Cameron et Foreman pour les différentiels. House voulant les réfléchir
réfléchir ailleurs, il va d'abord voir Wilson qui est en pleine opération au bloc, puis va déranger Cuddy qui, elle, mène un cortège d'étudiants en médecine. Ao se sert d'eux pour un différentiel et l'aider à trouver une idée, à avoir des idées neuves, mais en vain. Une scène très sympa qui fait écho au début de saison 4. Esteban, le mari, finit par trouver Aos, qui n'est pas venu les voir depuis le début de l'épisode. Il le confronte sur ses méthodes avec une forme de déception. Esteban, tout naïf qu'il est, admiratif de Aos et de sa réputation à ne jamais abandonner ses patients. Malgré les faits qu'Esteban lui donne une idée, rien ne va changer. Le cœur de Marina est condamné. Aos débarque dans la salle de différentiel quand Cameron fait un cadeau de départ à Foreman. Au lieu de retenter un différentiel justement, Aos se prend la tête avec eux. Il veut continuer de chercher tandis que les deux pensent que c'est fini et qu'il ferait mieux de l'annoncer au mari. Et c'est Cuddy qui arrivera à forcer Aos d'abandonner et d'aller voir Esteban et d'enfin débrancher sa femme. Mais le cœur de Marina bat et elle se réveille miraculeusement. Aos dans l'incompréhension à ouvrir les bras en regardant le ciel comme s'il regardait Dieu. Mais Marina n'est pas tirée d'affaire pour autant. Même si le couple pense que le miracle a tout réglé, Aos arrive à les convaincre qu'ils n'ont pas fait tout ce chemin pour ne pas le laisser trouver ce qui ne va pas et la soigner réellement. Il trouve comme d'habitude la solution, petite intervention et hop, affaire résolue pour le Sherlock Holmes de la médecine. Cameron rejoint Chase chez lui, des bisous, c'est reparti comme en 40. Aos se fait son sandwich de la victoire avec Wilson quand Foreman débarque pour dire au revoir. Aos lui dit enfin qu'il veut qu'il reste parce que c'est le meilleur de l'équipe et qu'il a besoin de lui. Je sais. Mais je n'ai pas besoin de vous. Et surtout, je ne veux pas devenir le même que vous. Un pauvre type malheureux. Je viens de résoudre un cas en pronostiquant une anomalie cardiaque tout à fait inédite. Un cas qui vous a laissé sans voix. Vous n'aviez aucune réponse. Je suis le plus heureux des hommes. Foreman ne veut pas résoudre des cas, il veut sauver des vies. Tandis que Aos répond qu'on s'en fout, que Marina, qui va pouvoir fonder une famille avec Esteban, s'en fout de savoir les raisons qui l'ont poussé à la sauver. Sauf que Foreman, lui, ne s'en fout pas. Ce à quoi Aos répond violemment, disant que Foreman ne se soucie que de lui et de son énorme ego. Un gros contre-camp, mais bon, il enchaîne. C'est vous le salopard égoïste, pas moi. C'est pour ça que vous avez pris autant de plaisir à faire traîner vos adieux pendant 3 semaines. C'était pas pour moi, ni pour qui que ce soit, c'était juste pour emmerder le monde. À la fin de la phrase de Aos, Foreman a un rictus. Il allait répondre, mais il part comme un prince. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez qu'Aos a raison ou tort sur Foreman. Pour ma part, bien sûr qu'il a de l'ego, mais s'il a mis autant de temps à partir, c'était en réalité pour laisser plusieurs chances à Aos de lui parler pour qu'il reste. Sauf que plus les jours sont passés, plus Foreman se rendait compte qu'il ne pouvait plus continuer vers une voie qui ne lui convient pas. Et même si peut-être le fait de passer par cette pièce pour les au revoir avec Aos était en réalité une ultime chance donnée à son mentor pour le convaincre de rester, je pense que son départ était inévitable. Tout comme la démission de Cameron juste derrière était inévitable. Aos et Esteban s'en fument un gros cigare, les deux échangent sur le départ de son équipe. Il le prend bizarrement bien et pense qu'il survivra. Quand Esteban lui demande ce qu'il va faire, Aos répond « Dieu seul le sait ». Scène finale, il a reçu un gros colis, une nouvelle guitare acoustique. Durant l'épisode, quand Aos fuit les appels téléphoniques qui restent chez lui, il regarde justement sa guitare acoustique accrochée au mur, qui a l'air de parfaitement fonctionner. Rien de cloche, et pourtant il va la remplacer. Cette nouvelle guitare acoustique symbolise un nouveau départ. À travers cette saison 3, Aos passe plusieurs étapes où l'on voit à la fois le meilleur de lui et le plus mauvais, mais on ne s'attarde pas qu'autour de lui. Cuddy à ces moments via son désir d'être mère, le couple entre Cameron et Chase se forme, et Foreman va être le premier à vouloir se détacher de Aos avant que ce soit l'équipe entière qui s'émancipe de leur mentor. Bon, Chase va se faire virer, mais est-ce qu'il serait resté sans Cameron et Foreman? Plusieurs étapes donc pour Aos durant cette saison 3. Pour moi, il y en a 4. La première se déroulant pendant les premiers épisodes, quand Aos remarche normalement, sans douleur jusqu'à justement en ressentir et se laisser retomber dans la vicodine trop facilement. Et c'est dommage parce que ça arrive si rapidement. Aos aurait pu y aller graduellement à chercher des alternatives avant de directement penser à la vicodine. La seconde étape, c'est la confrontation contre Tritter, où Aos va finalement réussir à tromper la justice et décrédibiliser un agent de police qui avait vu juste sur lui. La vicodine ne fait pas de lui un génie. Tout ce qu'il réussit à faire avec ses pilules, il pourrait le faire sans, mais il n'a pas envie d'essayer. Si un gars comme Tritter n'arrive pas à remettre Aos dans le droit chemin, absolument personne d'extérieur à son entourage proche ne peut le faire. Et sachant que Aos, son entourage proche, il se limite à Wilson, qui en tant qu'ami ne peut rien faire de plus qu'être là pour lui, le Aos, il est pas prêt de changer à ce moment-là de la série. Comme dit pendant la rétrospective de la saison, Aos n'est pas la victime qui a gagné contre le méchant flic harceleur. Non,
House, c'est le génie du mal, qui a foutu un thermomètre dans le cul d'un flic, n'a rien assumé pendant des semaines, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation, et a finalement trompé tout le monde jusqu'à ce que sa doyenne mente et falsifie des documents pour lui sauver le cul au tribunal. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que ce qui ressort souvent de cet arc face à Treater, sous prétexte que la série s'appelle Dr House, celui-ci serait toujours le héros. Bon, c'est Wikipédia, les personnes a vraiment écrit de la merde, mais par exemple sur Wikipédia, la personne qui a écrit le résumé de la saison 3, quand il s'agit du versus avec Treater, elle écrit, je cite, « Michael Treater, un policier qui prend très mal le comportement de House et commence alors à le harceler, mais aussi toute l'équipe et même Wilson, jusqu'à forcer House à entrer en cure de désintoxication et le mettre en prison pour détention de drogue. Quand tu lis ça, tu comprends que Michael Treater est le grand méchant flic et House la victime, alors qu'en vrai c'est totalement l'inverse. On passe d'un policier qui prend très mal le comportement de House à le flic commence donc à l'harceler. Alors que si Treater se met sur ses côtes, c'est parce qu'il a toutes les putains de raisons de le faire. Va au médecin, sois face à un connard qui apprécie pas que tu lui répondes et qui finisse par t'enfoncer un thermomètre dans le fion et te laisser en plan comme un con, avec le risque que si tu contractes ton trou de balle, le thermomètre en verre se brise dans ton anus. Tu serais flic comme Treater, crois-moi bien que t'irais pas t'excuser auprès de House pour avoir osé répondre à sa seigneurie. Et je parle même pas du côté drogué de House. Le gars, alors qu'il a Treater au cul, il arrive à se shooter au point de vomir ses tripes sur son tapis, devant son meilleur ami. Il s'en tire, c'est bien, parce que sinon la série aurait fini là-dessus. Mais faut pas oublier que House, même s'il apporte plus de bien que de mal, faut pas minimiser sa détresse et l'impact de son côté autodestructeur. La troisième étape, c'est une étape de transition, où des moments très importants ont lieu, où House montre qu'il est avant tout autodestructeur. C'est un connard misanthrope, mais il se fait surtout mal à lui. Et il est capable, même avec de la difficulté, de se confier à quelqu'un. Durant l'épisode 12, House avait en réalité autant besoin d'Eve qu'elle de lui après l'événement tragique qu'elle a vécu. Il y a des moments très beaux dans la vie de House, malgré son addiction, mais il est vraiment capable du pire. Et l'épisode 15 nous démontre à quel point il est capable d'inventer d'énormes mensonges pour arriver à ses fins. Avoir volé des médocs à un mort pour shooter alors qu'il risque d'aller en prison, c'est très bas. Mais alors se faire passer pour un cancéreux en phase terminale, pour se faire injecter directement de la drogue dans le cerveau, et limite engueuler son équipe qui l'aime et voulait, par tous les moyens, lui sauver la vie, c'est quelque chose de vraiment encore plus bas pour moi. Et enfin, la quatrième et dernière étape débute avec l'épisode 21, avec le préavis de Foreman, jusqu'au final marqué par le départ de son équipe et la perspective d'un nouveau départ. À ce moment-là, je tiens à rappeler qu'on a passé la fameuse phase du fake cancer, et que durant ces épisodes finaux, on est sur une équipe qui a, je pense, moins confiance ou d'estime vis-à-vis de House sur le plan humain. Peut-être pas Cameron, parce qu'ils ont un petit passif, et via par exemple l'épisode 3 de la saison, on a ce moment de fierté pour elle après qu'elle ait osé euthanasier Powell, alors que c'est illégal. Donc Cameron, ça va, même si elle décide de partir, c'est pas en mauvais terme, à comparaison de ses deux coéquipiers. Pour Foreman, on a déjà vu les tenants et aboutissants, mais pas pour Chase, et pour cause, c'est assez difficile de vraiment mettre le doigt sur la vraie raison. Est-ce que c'est parce qu'il le pousse à bout sur la fin du différentiel, mettant en évidence son hypocrisie à dire amen à toutes les suggestions de Foreman pour qu'il se sente validé et choisisse de rester de lui-même? Est-ce que c'est par test un peu bizarre de savoir si Chase allait se battre pour rester auprès de lui? Ou bien le départ de Foreman, son meilleur atout de l'équipe, lui fait remettre en question les membres de son équipe justement, qu'il a donc besoin de changement? Et les raisons qu'il donne à Chase pour son renvoi sont en fait réelles. Qu'il pensait vraiment qu'étant le plus ancien de l'équipe, Chase n'a plus rien à apprendre de House? C'est franchement très compliqué de répondre puisque chacune de ces deux options sont potentiellement vraies, aussi bien individuellement qu'ensemble. Le cumul de tous ces événements ont pu amener à House à ce choix de virer Chase. Je vous invite à venir en commentaire pour me donner votre avis. Pour vous, quelles sont les vraies raisons du renvoi de Chase? Quoi qu'il serait arrivé, Foreman, Cameron et Chase ne pouvaient plus rester. L'équipe, malgré toutes les bonnes choses, était arrivée à saturation. C'est pas seulement à cause de la mort de Lupe. L'équipe aurait fini par se séparer un jour pour X raisons. Une des choses que je regrette qui n'est plus vraiment dans la série par la suite, c'est ce délire d'avoir un grand ennemi, qui remet en question House le temps d'un arc narratif, qui prend plusieurs épisodes. On a eu Vogler en saison 1, et la Treater pour la 3, mais après ça c'est fini. Certains vont peut-être citer Douglas, mais c'est vraiment pas une confrontation dans le même style que Vogler et Treater. Ces derniers veulent vraiment foutre House au trou. Ce sont des menaces qui vont au-delà de House même. Vogler voulait remanier l'hôpital à son image, il a bien failli corrompre le corps médical de Princeton, et Treater pourrissait la vie et l'entourage de House pour l'atteindre, et les faire craquer avec des méthodes très particulières pour un policier. Lucas Douglas, c'est plus un rival qu'un grand ennemi. Donc ouais, gros regret, j'aurais trouvé ça très stylé d'avoir un ultime ennemi sur la dernière saison par exemple, avec pourquoi pas une intrigue liée à ce qu'il se passe à la fin de la série. La saison 3, c'est vraiment poussé très loin l'addiction de House et l'effet qu'elle provoque sur son entourage, professionnel et personnel. Si Wilson et Cuddy acceptent la situation
gens, et de par leurs actions l'encouragent, d'autres comme Foreman vont décider qu'ils ne peuvent plus rester auprès de lui, alors même qu'il laisse du temps, dans l'espoir que la situation évolue. Il va partir et par effet boule de neige précipiter le départ de l'équipe entière, et laisser un House tout seul. Ça me fait un peu l'effet de voir un grand méchant qui a triomphé de ses obstacles. House, le misanthrope addict à la Vicodine, qui va devoir reconstruire son château, s'il veut continuer son service de diagnostic. Mais ça, ce sera le point de départ de la prochaine critique rétro avec l'exceptionnelle saison 4. Dr House, c'est des hauts et des bas. C'est l'histoire d'un homme capable d'être très grand, mais aussi très petit dans ses actions de tous les jours. Et ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus humaines, et donc réalistes qu'un personnage de fiction puisse porter, que ce soit à l'écran ou dans tout autre média. La saison 3, c'est le début de l'âge d'or de la série. L'enchaînement saison 3, 4 et 5 est en plein dans cet âge d'or. C'est vraiment ça, l'âge d'or de la série pour ma part. On peut même largement caler la saison 6 dedans, mais vraiment la perfection pour moi, c'est l'enchaînement 3, 4, 5. Et ça tombe bien, puisque les saisons 4 et 5 sont les prochaines vidéos Dr House de prévues, puisque j'ai déjà mes notes de prix sur ces saisons-là. Je vous invite à venir en commentaire pour me faire part de votre propre retour, vos critiques et analyses sur cette saison 3 de Dr House. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.